RCF. Eh bien, dans la baraque à livres, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Bob Garcia, qui vient nous présenter son dernier livre, Hergé, les ultimes secrets, paru aux éditions du Rocher. Exactement, merci de me recevoir. Bon, alors vous êtes un spécialiste de Tintin. Hein, il paraît. Il paraît, oui, parce que je ne sais pas si je compte bien, généralement à partir de 7, je ne sais plus compter, mais je crois que c'est le 16e livre consacré à Tintin. Ah bon, autant que ça? Non, je sais pas, je suis pas sûr, mais bon, en oui, tout cas, j'ai pas mal écrit sur C'est Hergé. Ouais. dans ces eaux-là, hein, Ouais. oui. Bon, donc c'est déjà un sacré exploit. Puis alors, on apprend dès le début du livre que pour écrire ce livre-ci, vous avez consulté 80 000 pages. Oui, c'est à la louche, en fait, c'est pas, peut-être pas tout à fait 80 000 pages, peut-être un peu plus, peut-être un petit peu moins. Il a eu d'histoire, ce livre-là, c'est que, normalement, avec le dernier, qui s'appelait Tintin et l'histoire, dont je suis venu parler ici, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est oui, ça, oui. voilà. Tintin et l'histoire. Tintin cinéma. Alors, Tintin le cinéma, oui. ça c'est l'avant-dernier. Mais après, il y a eu Tintin et l'histoire. Oui. Et Tintin et l'histoire, pour moi, c'était le dernier. Voilà, je me suis dit après, bon, puisque j'écris aussi beaucoup sur l'automobile, sur d'autres sujets, le polar, enfin, etc. Sherlock Holmes, par exemple. Oui, entre autres, voilà. Et plein de sujets qui me passionnent. Et Hergé, bon, non, on n'en a jamais fait le tour, mais je me disais qu'à un moment donné, il fallait, fallait moi que je passe à autre chose à titre personnel. Et en travaillant sur ce Tintin et l'histoire, j'ai été amené à consulter un certain nombre de volumes de magazines du petit 20e. C'était le journal, le supplément du 20e siècle dans lequel Hergé prépubliait ses bandes dessinées avant-guerre, hein, entre 1929 et 1939, 1940 même. Et donc en compulsant ces quelques premiers numéros, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques coïncidences entre ce que je lisais dans la partie rédactionnelle, hein, qui étaient des nouvelles du Monde, des nouvelles qui étaient écrites par d'autres personnes, des collaborateurs d'Hergé, etc. Je trouvais des coïncidences entre certains éléments de l'actualité, de tout ce que je viens de dire là, et des éléments qu'on retrouve dans les bandes dessinées d'Hergé. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment des coïncidences? Est-ce que c'est pas quelque chose qui se reproduit de manière vraiment systématique et récurrente sur toute l'œuvre d'Hergé? Et c'est comme ça que j'ai eu l'intuition, l'idée de lire la totalité des petits 20e, puis pendant que j'y étais, du journal Le Soir Jeunesse qui est paru pendant la guerre, qui était lui un supplément du journal Le Soir en Belgique, Le Soir qui était aux mains des Allemands à l'époque, et puis après la guerre évidemment le journal Tintin. Donc effectivement quand on met tout ça bout à bout, on arrive à peut-être 70, 80 000 pages, 100 000 pages, j'ai pas compté exactement, j'ai dit 80 000 pages pour donner un ordre de grandeur. Voilà, très bien. Alors est-ce que le but de ce livre, c'est pas de laver Hergé de certaines accusations actuelles? Oui, mais c'est pas ce que je cherchais. C'est-à-dire, je ne cherchais rien en réalité. Ah d'accord. Ah oui, non, vraiment, j'allais pardon pour l'expression, mais au pif, oui. À compulser tous ces petits 20e, Le Soir Jeunesse, etc., le journal Tintin, en me disant, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans qui pourrait être en rapport avec ce qu'Hergé a dessiné par la suite. Donc je ne savais absolument pas ce que j'allais trouver. Ah d'accord. Et je ne savais même pas si j'allais trouver quelque chose. Donc je partais vraiment complètement au hasard, à l'inconnu, en me disant peut-être qu'il y a rien, peut-être que je fais complètement fausse route, et puis peut-être qu'il y a effectivement des pépites, des mines, des petits trésors qui n'ont jamais été exhumés auparavant, et puis ça vaut peut-être le coup de le faire. Donc effectivement, au fur et à mesure que j'ai compulsé ces 80 000 pages, il y a des moments où pendant 1, 2, 3, 4, 10 numéros, il y avait rien, quoi. Il y avait strictement aucun rapport entre ce qui était publié dans le petit 20e, ou le journal Tintin, ou autre chose, et l'œuvre d'Hergé. Je me disais, bon là, tu fais fausse route, t'arrêtes, et puis sur le 20e, 21e ou 23e magazine que je consultais, là, il y avait un truc énorme, du genre carrément le titre d'un des albums à venir d'Hergé, qui était lui-même le titre d'un article qu'on voyait dans ce magazine. Ah oui. Et donc je me suis dit, oh non, c'est trop beau, si ça se trouve il y en a d'autres, je continue, et c'est comme ça que je suis allé jusqu'au bout, et j'ai découvert effectivement aussi les opinions
plutôt des collaborateurs d'Hergé, Oui. mais Hergé lui-même, surtout avant-guerre, co-signait un éditorial, on peut dire, avec son collègue et ami qui s'appelait Paul Jamin, qui était surnommé Jam, et ils avaient tous les deux un pseudonyme commun, surnommé donc l'oncle Joe. L'oncle Joe n'existait pas, c'était la synthèse d'Hergé et de Jam, et ils publiaient l'éditorial du Petit 20e. Donc dans cet éditorial, ils donnaient un certain nombre d'idées personnelles, d'avis, d'opinions, et c'est comme ça que j'ai pu effectivement tirer quelques chapitres sur son opinion vis-à-vis du racisme, de l'antisémitisme, de ceci, de cela, enfin de tout l'étard qu'on a bien voulu lui mettre sur le dos, et puis en fait qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il écrivait à l'époque. Ça c'était intéressant de regarder. Alors il serait intéressant aussi de parler de la méthode de l'ouvrage, hein. Vous passez en vue tous les albums de Tintin. Oui. Puis après, Joe et Z, et puis Quick et Pluck. Oui, aussi, oui. Alors, oui, tant qu'à faire, j'ai aussi trouvé, notamment sur l'actualité, il y avait énormément de faits d'actualité qui étaient transposés pratiquement tels quels dans Quick et Fluke. On voit par exemple les entretiens de Venise où il y a Mussolini et Hitler qui se donnent rendez-vous à Venise et qui discutent sur le fait de savoir s'il faut annexer tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Enfin, on va pas refaire l'histoire, hein. Mais ça, Hergé le transpose exactement. C'est Quick et Fluke qui font des entretiens de Venise, et on s'aperçoit qu'en réalité leurs entretiens, ça consiste à jouer à un jeu de dames ou je sais plus quoi, enfin faire un petit jeu de gamin, et donc c'est une manière de ridiculiser un petit peu ces entretiens de Venise qu'il y avait entre Hitler et Mussolini. Donc oui, je suis allé après, j'ai vu encore d'autres occurrences, d'autres coïncidences, mais c'est plus des coïncidences à ce niveau-là, c'est des certitudes entre ce qu'il y avait écrit dans le Petit 20e, etc. et puis Quick et Fluke, Josette et Joko, donc ça s'arrête pas à Tintin. Ah d'accord, voilà. Alors ça commence chaque chapitre consacré à un album par un petit résumé de 5 lignes qui est un tour de force. Parce que résumer un album en 5 lignes, et par contre au lecteur ça donne vraiment le souvenir de l'album. Oui, ouais. Je voulais, quand on passe en revue les 24 albums d'Hergé, enfin 23 si on considère que l'Alphard n'a pas été terminé, il n'a pas été terminé d'ailleurs, 23 albums, c'est peut-être bien aussi de remettre dans son contexte avec un tout petit rappel de quelques lignes, comme vous le dites, le synopsis, qu'est-ce qui fait Tintin dans tel album, là, qu'est-ce qu'il fait, etc. On peut pas rendre compte de toutes les péripéties de ce personnage dans un album, tellement il y en a, mais disons que ça refixe un petit peu le contexte, voilà, on va dire, ça se passe en Amérique latine, ça se passe en Union soviétique, ça se passe, etc., etc. Et donc ça permet au lecteur d'avoir une introduction pour savoir de quoi on va parler par la suite. Et effectivement, je raccrochais sur un album donné. Alors ça peut être le Tintin au pays des soviets, ça peut être le Crabe aux pinces d'or, ça peut être le Sceptre d'Ottokar, ce que vous voulez. Tout ce que j'avais trouvé dans les Petits 20e, puisque là ce sont des albums d'avant-guerre, en l'occurrence ces trois-là, tout ce que j'avais trouvé dans le Petit 20e, je le raccrochais à un album donné. Et là effectivement on se rendait compte que telle anecdote, que tel passage très précis d'un album, il était tiré tel quel, soit d'un élément d'actualité qu'on a un petit peu oublié avec le temps, soit carrément d'une nouvelle qui était écrite, une nouvelle ou un petit récit qui était écrit par un collaborateur d'Hergé et qu'Hergé avait un peu adapté à sa sauce, quoi. Hein. Or, l'avocat du diable va intervenir. Est-ce que Hergé était plagiaire? Est-ce qu'il manquait d'imagination pour piquer comme ça, à droite, à gauche, les éléments de ces albums? C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. À partir de quel moment on considère qu'un auteur est plagiaire? À partir de quel moment on considère qu'il a juste besoin d'alimenter son œuvre? C'est ça, oui. Parce qu'il a le dos au mur. Faut savoir qu'à une époque, Hergé, il dessinait Tintin, mais il dessinait aussi Quick et Fluke, qu'on lui a demandé de faire pour faire un petit peu un personnage un petit peu plus près du peuple, enfin je ne sais pas, plus près des enfants aussi que Tintin. Et puis il a commencé à dessiner aussi Josette et Joko. Donc il avait 3 séries de fronts, dont le Quick et Fluke qu'il fallait alimenter
semaine après semaine. Ah, donc oui. c'est un travail énorme. Qui ne serait pas tenté d'être un peu plagiaire, entre guillemets, bien que j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais... Vous employez le mot d'adaptation. Oui, plutôt d'adaptation, oui. d'aller chercher dans l'actualité comment on pourrait tourner en gag, tourner en humour. Bah voilà, l'entretien Hitler-Mussolini, c'est pas particulièrement poilant, mais quand vous mettez ça sous la plume d'Hergé et puis que les protagonistes deviennent Quick et Flub déguisés respectivement Hitler et Mussolini, là ça devient rigolo parce qu'il le tourne en ridicule. Oui. Donc effectivement, on peut pas parler de plagiat, c'est vraiment exagéré, mais il a bien fallu, comme tous les auteurs, qu'il alimente semaine après semaine son œuvre, et il fallait bien qu'il trouve l'inspiration quelque part. Alors évidemment, il avait une documentation pléthorique sur tout un tas de choses, il avait beaucoup de magazines scientifiques, notamment plutôt après la guerre d'ailleurs, dans lesquels il piochait beaucoup d'idées. Il avait du National Geographic, il avait le magazine américain Collier's, etc. Il avait beaucoup de choses comme ça, mais l'actualité même qu'il lisait dans le XXe siècle et plus précisément dans le petit XXe, ça il l'avait sous la main. C'était vraiment il était quand même rédacteur en chef, qu'on le veuille ou non, de ce magazine-là. Il savait ce qu'il y avait dedans, il allait piocher là-dedans ce qui l'intéressait, et puis il l'adaptait au fil des semaines dans son œuvre. Bon, alors, au fur et à mesure qu'on regarde cette étude des albums, on s'aperçoit qu'on découvre des choses qu'on ignorait, qui sont assez piquantes. Par exemple, on découvre que le pape Pie XI était alpiniste. Qui était alpiniste? Le pape Pie XI. Ah oui. Effectivement, oui. On voit mal un pape en alpinisme. Si, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve qu'au contraire, il y a une espèce de volonté de s'élever, d'aller vers le ciel. Alors, c'est vrai. C'est peut-être pas sans risque, mais en tout cas, il l'a fait. Et effectivement, c'est une information qu'on lit à un moment donné dans une page du petit 20e, je dis bien, et qu'Hergé transpose d'une certaine manière dans peut-être Tintin au Tibet. Je sais plus quelle relation j'avais fait avec ces deux éléments-là, mais je pense que c'est Tintin au Tibet. Oui, je crois que c'est Tintin au Tibet, voilà. c'est j'ai oublié mémoire. Avec effectivement cette volonté de s'élever un petit peu, d'aller chercher la pureté. Il y a un petit côté mystique assumé dans Tintin au Tibet. Peut-être que ça vient de Pie XI, tout simplement. Alors, vous êtes souvent amené à parler d'Auguste Piccard. Alors il faudra rappeler aux auditeurs qui était Auguste Piccard, peut-être. C'est un scientifique, c'était des jumeaux d'abord. Il y avait Auguste et Bertrand. Non, pardon, Bertrand, c'est actuellement. Comment il s'appelait déjà? Enfin bref, il y avait deux jumeaux qui étaient tous les deux scientifiques. Auguste Piccard était le modèle un petit peu du professeur Tournesol. C'est un des modèles du professeur Tournesol. Il était distrait comme Tournesol, non? Et il était peut-être pas distrait. Non, c'était vraiment un scientifique audacieux qui a voulu effectivement aller plonger très très profond dans la mer. C'était un précurseur de Cousteau par la suite. Mais aussi s'élever dans le ciel, puisqu'il a créé une espèce de boule hermétique là qui lui a permis de s'élever très 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 haut dans l'atmosphère. 4000 mètres, je crois, c'est ça. Quelque chose comme ça. C'était colossal pour l'époque. Et c'était un scientifique extraordinaire, un inventeur, un précurseur. Et Hergé s'est inspiré de la forme un peu de ce professeur qui était très grand. C'était quelqu'un de très grand pour en faire un petit professeur Tournesol. Et il a expliqué après qu'il a été obligé de le réduire parce que sinon il serait pas rentré dans le sous-marin. C'était rigolo, je trouve. Donc il a pris le Piccard, le vrai Piccard, le Auguste, il l'a réduit et puis ça donnait le Tournesol. Bon, j'ai découvert moi aussi que Hergé était un grand lecteur de Jules Verne et qu'il s'est souvent inspiré de Jules Verne. Bah oui, évidemment. Alors ça, il y a aussi beaucoup de biographes qui ont dit non, Hergé connaissait pas Jules Verne, il a jamais entendu parler, etc. Ok. Je veux bien. Mais alors, à ce moment-là, qu'on m'explique comment sa femme, sa propre épouse, Germaine Kikens, Germaine Rémy, donc son épouse, pouvait faire des chroniques des livres de Jules Verne dans le petit 20e, puisque c'est elle qui faisait les chroniques de livres au début, et que ces chroniques-là de Jules Verne, elle les avait bien lues quelque part. C'était étonnant, moi ça me surprendrait énormément, à moins d'être d'une grande naïveté, qu'elles connaissent parfaitement cette œuvre-là et qu'Hergé n'en ait jamais entendu parler. D'autant que c'est une œuvre qui est vraiment bourrée d'iconographie, et qu'on retrouve certaines de ces iconographies dans l'œuvre d'Hergé. Donc bien sûr qu'il connaissait Jules Verne. Voilà. Alors, Hergé décalque l'actualité, mais quelquefois il la précède. Alors, vous racontez qu'il a annoncé l'invasion de la Pologne par l'Allemagne
Avant qu'elle se produise. Oui, je dirais pas que c'était facile, entre guillemets, mais dans le contexte de l'époque, voilà, on était tout près. Et il l'a décrit, effectivement, il décrit cette espèce d'Anschluss, mais qui rate, hein, dans le sceptre d'Ottokar, puisque la Bordurie, qui est un petit peu le symbole de l'Allemagne nazie, veut occuper la Moldavie, qui est un royaume, peut-être la Transylvanie, on sait pas trop quoi, mais enfin en tout cas un royaume un peu inspiré du royaume belge, et donc il transpose cet Anschluss dans son récit, mais évidemment l'Anschluss rate dans son récit. Donc il anticipe effectivement l'actualité de cette manière. Voilà. Alors on va passer aux accusations qui sont faites à Hergé, que pour la plupart vous les l'avez. Hein. Alors on lui a reproché d'abord d'être colonialiste. Qui ne l'était pas. Oui. C'était une nation colonialiste, la Belgique. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est l'histoire. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire colonialiste aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'il faisait la promotion de ça de manière systématique? Est-ce qu'il en était fanatique de ces colonies? Est-ce qu'il avait un respect ou non par rapport à la colonie, justement? Et c'est ça qu'on peut lire en filigrane dans ces bandes dessinées. Inspiré de l'actualité et de ce qu'il écrivait lui-même, il avait un grand respect, même beaucoup de fierté pour ce qui se passait dans les colonies. Donc il était sans doute colonisateur dans l'esprit, comme toutes les personnes de son époque. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il en faisait l'apologie. C'est ça. Mais oui, alors il prend même la défense des esclaves contre leurs exploiteurs. Hein. Oui, ça c'est dans Coq en stock. Coq en stock, c'est ça. Ouais, hein. Ouais. Oui. Et on lui a beaucoup reproché aussi l'emploi du mot nègre. Alors qu'à l'époque, nègre n'était pas péjoratif comme maintenant, c'est ça. Oui, la question c'est plutôt qui n'utilisait pas le mot nègre, y compris les nègres. C'est ça, oui, tout à fait. Enfin, y compris les noirs de l'époque. C'était le mot courant. C'était le mot pour voilà. Enfin, à ce moment-là, il faudrait renommer le Nigeria, par exemple. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est vrai, c'est historique. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai. Il y a un exemple, par contre, concernant le racisme présumé d'Hergé. Peut-être que la question allait venir. J'en sais rien. Je l'anticipe. Oui, je l'anticipe. Je le vois dans votre regard. Je l'anticipe, mais Hergé était-il raciste, etc. Il y a un noir, un Congolais, qui lui écrit en lui disant moi j'aimerais bien aller visiter les États-Unis, c'est vraiment un pays où tout est possible, c'est un pays de cocagne, etc. Je rêve d'aller là-bas. Et Hergé lui répond textuellement mais malheureux, n'y allez surtout pas. Il n'y a pas pire citoyen et sous-citoyens aux États-Unis que les Noirs, justement, parce que là il connaissait, il avait entendu parler de la façon dont étaient traités les descendants d'esclaves noirs, et puis le racisme qu'il y avait notamment dans le sud des États-Unis. Donc c'est lui-même qui met en garde le noir d'Afrique en lui disant n'allez pas aux États-Unis parce qu'il y a du racisme. Et là, ça transparaît très 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 nettement dans Tintin en Amérique. Il dénonce le racisme qu'il peut y avoir en Amérique. Il semble, Hergé, avoir une certaine dent à l'égard des États-Unis, non? Oui. À l'époque, on avait une dent contre les deux, hein, si j'ose dire, l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire que d'un côté, l'Europe était pris un petit peu en étau entre le bloc soviétique, qui était pas particulièrement en odeur de sainteté, voilà, parce qu'on imaginait que ça allait être l'invasion, les tueries, la bombe, tout ce qu'on veut. On était dans cette terreur là, et de l'autre côté le monde surfait, le nouveau monde, la course au pognon, l'arrivisme un petit peu exagéré de ce nouveau monde qui était pas non plus forcément en odeur de sainteté. Donc on était en balance entre ces deux univers. Faut-il aller à l'ouest, faut-il aller à l'est? On n'en savait trop rien, et il aime pas plus les États-Unis de l'époque qu'il aime le bloc soviétique. C'est ça. Oui. Alors, autre accusation, Hergé est misogyne. Alors ça, oui. Là, comme tarte à la crème, on fait difficilement mieux, parce que il se trouve qu'Hergé, justement, dessinait aussi. Il y avait pas que le Petit 20e à l'époque. Faut savoir qu'il y avait aussi d'autres petits magazines de culture, etc. Et notamment un qui était consacré à la femme. Donc le Petit 20e Madame, dans lequel Hergé dessinait. Et donc on connaît d'Hergé, bien entendu, ces quelques dessins de la Castafiore, de quelques personnages, la femme d'Alcazar, qui est pas forcément à son avantage. Donc ces personnages-là, qui sont des personnages féminins, c'est vrai, pas très glorieux. Mais on connaît pas, et personne n'en parle, cette partie de l'œuvre d'Hergé où il représente des femmes qui sont les canons de l'époque, quoi. C'est les belles femmes de l'époque. Alors elles sont longilignes, filiformes, elles ont pas très peu de poitrine. Enfin, c'était comme ça le standard de
l'époque pour dire qu'une femme était belle. Bon, voilà, c'était comme ça. Et Hergé les dessine, mais magnifiquement bien. Et elle porte des toilettes, etc. Et donc, il fait plusieurs couvertures de ce magazine, là, le petit 20e Madame. Et il fait aussi, alors là, on l'a découvert par la suite, des portraits de sa propre épouse, donc la fameuse Germaine, là, quand elle était jeune, nue. Germaine nue. Il faut voir comment il la représente. Hein. C'est ouf. C'est un canon. Cette femme-là, il la représente vraiment de manière. Il la glorifie, quoi. Est-ce que c'est misogyne? J'en suis pas très sûr. Mais oui. Et puis il y a autre chose aussi. Il y a eu une espèce de sondage d'opinion qui a été fait à un moment donné pour savoir si le petit 20e devait ouvrir quelques pages aux filles. Et les garçons, lecteurs du petit 20e était complètement opposé à ça. Non, pas du tout. C'est un magazine masculin fait pour les garçons. Qu'est-ce que les filles vont vouloir venir faire là-dedans? Et Hergé et la rédaction s'y opposent complètement et ouvrent effectivement plusieurs pages aux jeunes femmes dans le petit 20e qu'on voit arriver très tôt. Alors c'est vraiment pas une démarche antiféministe. La démonstration est imparable. Ah bah là, imparable. Il y a quelques éléments. Évidemment, l'accusation principale, c'est Hergé est antisémite et nazi. Ah oui, c'est ça, voilà, ça c'est nazi, alors là c'est tellement gros qu'on va peut-être pas s'attarder là-dessus, mais antisémite, il a effectivement commis un gag et il a fait plusieurs personnages qui ont les stéréotypes antisémites de l'époque, comme le pouvaient les caricaturer les Allemands, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu voûté, avec en train de se frotter les mains, avec un nez un petit peu trop proéminent, etc. Bon, c'était la caricature du juif. Et avare, forcément, toujours à progain, avare, tout ce qu'on veut. Donc effectivement, il en a représenté quelques-uns dans ses bandes dessinées. Il se trouve que je viens de terminer la rédaction d'un ouvrage sur Franquin. Donc lui, c'était Spirou, Gaston Lagaffe, etc. Il y a exactement la même chose. Les mêmes personnages. On pourrait presque faire un copier-coller entre ce que Franquin a dessiné, sauf que là, on est après la guerre. Donc c'est encore pire. C'est ça. C'est encore pire. Et il dessine effectivement ces personnages de juifs, cupides, sournois, tout ce qu'on veut, enfin tous les stéréotypes épouvantables de l'époque. Donc non, Hergé n'était pas antisémite, particulièrement antisémite. Il baignait dans cet univers-là, et effectivement, il a un petit peu quelque part, comme on pourrait dire, sacrifié à une mode qui n'était pas glorieuse, hein, certes, mais il a représenté effectivement quelques fripiers ou quelques juifs qui disaient oh là là c'est génial, c'est bientôt la fin du monde, donc je vais pas avoir à rembourser comme toute la terre va exploser, je vais pas avoir à rembourser ce que je dois à Lévy, etc. Mais le petit 20e de l'époque était bourré de gags antisémites. Enfin, du moins, on les a qualifiés d'antisémites par la suite, mais c'est l'humour juif. Et c'était fait par des juifs, en l'occurrence. Ah oui. Donc voilà, c'était cette espèce d'humour deuxième degré. Quand c'est fait par un juif, c'est drôle. C'est comme un noir qui se moque d'un noir, c'est drôle, parce que c'est de l'autodérision. Quand un blanc fait la même chose vis-à-vis d'un noir, non, là, c'est du racisme. On peut pas, il y a eu une frontière à ne pas franchir. Donc en réalité, Hergé, il a transposé quelques-uns de ces gags qu'il avait vus, notamment au 4e de couverture des petits 20e. Il y en a plein. Je les ai répertoriés. Je sais plus, il y en a 50, 60, 80, je m'en rappelle plus. Des gags antisémites. Il en a pris un, il l'a mis dans sa bande dessinée. Au pire moment possible, et c'est ce qu'on lui a reproché toute sa vie. Mais ces histoires juives ressemblent un peu à nos histoires belges actuelles, finalement. Mais complètement. C'est gentil. Mais complètement. Quand c'était fait par des juifs, et notamment les histoires d'Isaac et comment s'appelle son protagoniste, Isaac Jacob, voilà, c'est vraiment des histoires de juifs qui sont de l'autocaricature hyper drôle. Et c'était fait par des juifs. C'est ça. Par contre, vous concédez que Hergé a été lâche, c'est le terme vous employez, pendant l'occupation. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Oui, il a fait preuve de lâcheté et d'opportunisme pourquoi le petit 20e met la clé sous la porte. Et donc il perd quand les Allemands envahissent la Belgique, il perd son job, il perd son journal, il perd son personnage fétiche sur lequel il travaille depuis tant d'années, sur lequel il a tellement investi, il a plus rien. Et d'un autre côté, vous avez les Allemands, les représentants des Allemands qui viennent le voir en lui disant « Mais pourquoi tu continuerais pas ton personnage de Tintin dans Le Soir, qui maintenant est aux mains des Allemands, et qui a une visibilité qui est à peu près 10 fois supérieure au XXe siècle ?» Donc là, non seulement
il est tiraillé par cette situation-là, mais en plus de ça, il va pouvoir utiliser cette situation-là comme une opportunité pour pouvoir accroître la visibilité de son œuvre. Ben, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas fait forcément un bon choix, mais il l'a fait. Oui, puis à l'époque, tout le monde faisait ce choix-là quasiment. Il y a beaucoup. Alors effectivement, oui. Hergé, il est connu, il est très connu, donc c'est plus facile de taper sur quelqu'un qui est connu qu'un inconnu. Mais effectivement, il a fait ce choix. Il a écrit même noir sur blanc, puisqu'on a retrouvé ses courriers avec Casterman ou avec Charles Laine, qui était son éditeur chez Casterman et qui lui disait, vous savez, vous ne devriez peut-être pas faire ce choix parce qu'après la guerre, vous allez le payer, machin. Et donc l'autre, il était vraiment très très lucide là-dessus. Oui. Et Hergé disait, mais non, si je fais ce choix-là, c'est au contraire l'opportunité pour moi d'avoir une pérennité, de pouvoir continuer mon personnage et en plus de pouvoir le faire connaître à un plus grand nombre. Donc voilà, il a fait ce choix, il a été opportuniste. Oui. Mais vous montrez nettement que l'idéologie nazie, il a rejeté complètement. Non, il l'a rejeté complètement, oui. Il s'en moquait, il les tournait au ridicule. Le nombre de caricatures d'Hitler qu'on trouve dans le petit 20e et même dans Quick et Flup, etc., et qui ne sont pas du tout à l'avantage d'Hitler. Il précède Charlie Chaplin d'ailleurs dans ce domaine. Il le compare. Oui, il le compare. Il le compare. Charlot et Hitler, ils ont un petit peu la même forme, mais moi je préfère Charlot, il est plus rigolo. Alors évidemment, voilà, c'est pas lui qui dit ça, c'est Quick ou Flup. C'est ça. C'est Quick, c'est le plus petit. Non, pardon, c'est Flup c'est le petit Philippe. Donc c'est Flup qui dit ça. Bon, moi je préfère Charlot, il est plus rigolo qu'Hitler. Tu m'étonnes. Voilà. Bien, mais on va remercier Bob Garcia d'être venu dans la Baraque à livres pour nous parler de ce Tintin, cet Hergé, les ultimes secrets parus aux éditions du Rocher, qui sont vraiment palpitants. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.